Les personnes surdouées sont puissantes, vulnérables, hypersensibles, dotées de capacités prodigieuses. Telle est la vérité populaire, désormais inhérente et posée sur le mot surdoué. Dans cette seconde enquête, j'ai deux mots à vous dire. Je vous propose d'investiguer l'origine de ce mot. Qui l'a créé? Dans quel contexte? Pour qui? Nous chercherons l'ensemble des indices parsemés dans l'histoire grecque puis latine afin d'appréhender le mot dans sa complexité. À partir de cela, nous tâcherons de ressourcer ce dernier et de regarder comment il est possible de le reféconder dans notre quotidien. Peu de gens le savent, mais le sport du rugby est né dans la ville de Rugby, à une époque où l'on jouait encore au football. L'évolution du rugby est née du moment où des joueurs ont commencé à prendre le ballon à la main. En sémiotique, cela se nomme une transduction, c'est-à-dire une analogie de 1 à 1 sans lien avec la règle initiale. De manière moins technique, je vous donne une image on ne peut plus simple et compréhensible pour appréhender ce qui se joue avec le mot surdoué. Le coucou est un oiseau très particulier, considéré plutôt comme élégant, avec un vol similaire au faucon cresserelle. Il a cette particularité de placer son œuf dans le nid d'autres insectivores de manière suffisamment mimétique, c'est-à-dire ressemblant, de sorte que les oiseaux ne font pas la différence ou rares d'entre eux le font. Ce faisant, cela lui évite de faire son nid et donc de couver l'œuf. C'est ici une forte similitude que l'on va trouver avec les mots. L'effet coucou, c'est la manière dont une personne ou un groupe de personnes issues d'une discipline prennent un mot, le vident de ses œufs, c'est-à-dire de son sens, y placent le leur et finissent par ressemblance étonnante à faire penser que le mot est ce qu'ils en disent. Ce qui me passionne dans l'histoire des mots, c'est tout ce qui s'y cache. C'est l'extraordinaire fécondité des banalités du quotidien, de ce qui semble anodin, de l'histoire des hommes qu'il y a derrière. Lorsque je commence une enquête, je commence toujours par le Grand Dictionnaire Ray, la version de 2000. La première surprise, c'est que le mot surdoué n'y est pas. Ce qui implique une notion immédiate. Le mot surdoué n'a pas d'histoire. Le mot surdoué n'a pas d'étymologie. Et cette simple notion est fondamentale. C'est-à-dire que c'est un mot inventé. Lorsque je cherche à doué, puisque si le mot surdoué n'existe pas, je vais identifier deux terminologies. Le préfixe sur, j'y reviendrai, et le mot doué. Et effectivement, en cherchant à doué, je trouve le mot surdoué et je découvre que le mot surdoué est inventé par un homme. Cet homme se nomme Léon Daudet. Et Léon Daudet n'est autre que le fils
de l'écrivain Alphonse Daudet, l'auteur des célèbres Lettres de Montmoulin. Quand j'explore un mot, j'aime bien savoir d'où il vient, et si je peux trouver l'ouvrage dans lequel il se trouve, je vais chercher cet ouvrage pendant des semaines, voire pendant des mois. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas séparer un mot d'un autre. Un mot ne veut rien dire sans un son, sans un autre mot. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir à quelle époque il a été pensé, à quelle époque il a été écrit, et le cas échéant, pour qui il a été écrit. Le mot surdoué est un néologisme. Néo, nouveau, logos, qui renvoie à la notion de raisonnement, de pensée, d'idée. C'est donc un néologisme, et pas n'importe lequel, car il est inventé pour un homme, et pas n'importe lequel. Cet homme n'est autre que Santiago Rusiñol. Léon Daudet est un personnage controversé, ami de Proust, époux de Jeanne Hugo, la petite fille de Victor Hugo. Il est aussi le créateur de l'Académie Goncourt. Dans cet ouvrage, La recherche du beau, il est possible d'appréhender l'intention clé de Léon Daudet. En effet, dans l'avant-propos, qu'il qualifie aussi de dédicace, il évoque la notion du beau, c'est le thème clé de son ouvrage. Et il va parler des trois beaux. Il y a le beau spirituel, pur par essence, dit-il. Il y a le beau corporel, pur, impur. Et il y a le beau intellectuel, simple, complexe. Et c'est ça qui va être le fil rouge de son ouvrage. Et c'est donc cette recherche du beau qui conduit à choisir les différents sujets de l'ouvrage, dont Santiago Rusiñol. À la page 180 jusqu'à la page 187 de son ouvrage, il traite de son grand ami Santiago Rusiñol. Et la spécificité qu'il lui accorde, eh bien, c'est que Santiago Rusiñol, pour lui, incarne ces trois beaux. Et c'est donc d'autant plus important d'appréhender cette notion sous-jacente que le mot surdoué va s'inscrire à la page 184. Et lorsqu'il parle du mot surdoué, lorsqu'il le pose dans cette phrase, il ne fait pas que dire surdoué, il dit surdoué et comblé. Il y a donc là un syntagme. Et si je parle de syntagme, c'est parce que la manière dont la phrase est écrite et la manière dont ces quelques pages sont posées fait qu'il n'est pas possible de séparer surdoué de comblé. D'ailleurs, je vous propose de lire l'extrait où ce syntagme est posé. Nous sommes à la page 184. Il était de ces artistes surdoués et comblés, qui conçoivent comme ils respirent, tirant du spectacle de ce monde, de la lumière et des couleurs, une foule de constructions, de projets, de rêves, un peuple de réflexions et d'images. Latin, il ordonnait ses tourbillons et traitait ses sujets à fond sous une négligence apparente. Il écrivait en catalan, mais ses œuvres sont toutes traduites en castillan et ses compatriotes, même avant sa mort, lui avaient donné la place qu'il mérite dans les lettres espagnoles contemporaines, à mon avis, la première. On ne peut séparer le mot surdoué de comblé, parce que le mot surdoué, associé à Santiago Rusiñol, intègre aussi cette notion d'être comblé. Et c'est ici que toute l'enquête commence. La première chose que j'ai tâché de faire, c'est d'appréhender le mot comblé. Le mot comblé vient du latin cumulare, qui désigne littéralement cumuler, entasser. Le sens propre du mot est de remplir entièrement sans être au-dessus ni en deçà, ce qui implique immédiatement une notion simple. Le mot comblé élimine le terme hyper. Le terme hyper veut dire au-dessus, au-delà. Le terme hyper n'est donc pas associable au mot surdoué parce que surdoué est comblé.
Et c'est important parce que, ce faisant, le mot comblé permet déjà d'appréhender comment nous allons travailler avec le mot surdoué. Ce que j'ai fait ensuite, c'est d'appréhender la construction même du mot, le préfixe sur et le mot doué. Et c'est ici que la découverte devient passionnante. Pour bien appréhender la complexité et le sens que peut porter ce terme surdoué, il faut bien appréhender deux niveaux. C'est à la fois ce que Santiago Original a produit, mais aussi comment Léon Daudet en parle. Léon Daudet est un maître en écriture. Il est issu d'une famille de lettres. Son épouse, sa mère, son père sont des lettrés. Il maîtrise la lettre avec tout ce que cela peut entraîner. Donc lorsqu'il invente un mot, ce n'est pas pour rien. Santiago Rossignol est un homme pluriel. La chercheuse Stéphanie Matteux dit de Santiago Rossignol qu'il a un caractère polyfacétique. Et cette expression est intéressante parce qu'elle va nous permettre d'appréhender le terme surdoué. Et c'est d'autant plus intéressant que cela commence à nous donner quelques indices qui, corrélés, vont nous permettre d'investiguer la complexité associée au mot. Peintre, journaliste, collectionneur, rassembleur, écrivain, poète, dramaturge, Santiago Rossignol s'inscrit comme un homme pluriel et engagé. Le préfixe sur implique ou non un mouvement au-dessus, et il implique un déplacement spatial, un déplacement temporel. Il désigne aussi une notion d'extériorité. La notion d'au-dessus sans idée de contact est importante puisqu'il y a dans cette notion de déplacement, de mouvement, l'idée que quelque chose puisse être donc au-dessus, à côté, au loin ou à l'écart. C'est pourquoi nous retrouverons par exemple le mot sur dans survoler, au-dessus d'eux, d'accord ? Poser son sac sur la table. Le mot sur renvoie aussi de ce fait à une notion de visibilité. Le sur est en capacité d'être observé puisque justement il est par-dessus. Et il ne faudra pas faire cette analogie de type transductive en disant puisqu'il est par-dessus, il est donc par-dessus les autres. Non, il n'y a donc pas, je le répète, une notion de supériorité humaine par rapport à un autre. Ce n'est pas possible de dire ça, sinon de faire cet effet coucou ou sinon d'utiliser la transduction. Mais dans ces cas-là, nous sortons totalement du mot et nous lui imposons une autre signification. Il n'y a donc, avec sur, aucune notion de mesure. Il n'y a donc pas, avec sur, une idée sous-jacente d'une supériorité identitaire, hiérarchique par rapport à doué. Ce n'est pas le cas. Et même, et ça nous verrons dans quelques temps, le terme sur aura donné une information avec d'autres indices qui permettra de remonter bien plus loin dans l'histoire grecque jusqu'à l'ère mycénienne avec à nouveau la métisse comme nous avons pu le voir précédemment avec le mot talent. Santiago Rossignol est le leader du mouvement moderniste. Il est l'un des fondateurs des fêtes modernistes de Sitges, en Espagne. En 1903, c'est un artiste déjà reconnu à Barcelone, dans toute l'Espagne et à Paris. Il reçoit la Légion d'honneur en 1917. Il est connu pour son immense œuvre picturale naturaliste. Il a contribué à rénover le théâtre. C'est un traducteur hors pair qui laisse derrière lui plus de 1000 œuvres littéraires. Picasso peindra de Santiago Rossignol 21 portraits. Et il s'inspirera de ce dernier sur une notion fondamentale qui sera portée à son niveau d'excellence le plus élevé, c'est-à-dire la vie de l'artiste comme une création d'art. Santiago Rossignol n'est pas qu'un artiste polyfacette, n'est pas qu'un homme engagé, c'est un homme élégant. Léon Daudet dira de lui qu'il a l'ironie subtile. Mais il ne faudra pas se tromper sur le mot ironique. Il y a beaucoup d'amalgames à nouveau sur le terme ironie. Le terme ironie vient du grec ironia, qui signifie questionner en feignant l'ignorance. Ce n'est donc pas le sens qui a été donné au XVIIe siècle avec cette idée de moquerie insultante, disposition railleuse. L'ironie, et pas n'importe laquelle, l'ironie subtile s'inscrit dans un souhait de ne jamais blesser l'autre.
C'est d'ailleurs ce que va souligner Léon Daudet quand il dit qu'il était précautionneux. Mais il n'était pas précautionneux que dans ses œuvres, dans ses écrits, dans son travail. Il était précautionneux avec les personnes. Léon Daudet parle de Santiago Rusiñol avec une immense tendresse et beaucoup d'amour. Mais la manière dont il parle caractérise aussi toute cette élégance, cette subtilité, cette aristocratie paysanne, mais c'est une aristocratie paysanne, catalane, dotée d'un esprit élevé, précautionneux pour les autres. Un artiste génial par la plume comme par le pinceau, d'une santé morale extraordinaire, généreux, jamais dupe, aimant, sentant, devinant tout ce qui est noble. Son horreur de la férocité, de la laideur et de la bêtise s'exprimait par un geste de la main droite, progressivement et onduleusement écarté du corps, avec une sorte de susurrement qui signifiait « vilain caca, n'en parlons plus ». À ce stade de mon enquête, je peux rentrer dans l'investigation étymologique et historique du mot doué. Le mot doué, avant toute chose, est donc le participe passé du verbe douer, D-O-U-E-R, et c'est important de garder ça à l'esprit, puisque en tant que verbe, il va donc renvoyer à une action. Et dans cette action-là, ce que je veux savoir, c'est d'où vient-il, quand est-il né? Le terme doué est avant tout un terme de pratique. Il veut dire donner, accorder, pourvoir. Mais il veut aussi dire assigner un douer. Et ce terme est intéressant puisque douer est à l'amont du verbe douer. Et le terme doué implique littéralement, au sens premier du terme, donner à quelqu'un quelque chose. Il y a un amalgame avec le terme gift, puisque le gift c'est le cadeau, c'est ce qu'on reçoit, d'accord? Et donc la notion de gift étant reçue ne peut pas être amalgamée avec le gift que l'on donne. Okay? La personne n'est pas celle qui se donne le cadeau et qui reçoit son propre cadeau elle-même. Donc on est bien à la fois dans le doué qui donne et le gift qui reçoit. Douer est une espèce à l'origine de pension alimentaire. C'est le revenu usufruitier constitué à la femme au décès de son mari. Ça, c'est ce qui est en amont de doué au terme de verbe. Donc c'est la notion de douer, dotarium. Mais encore à l'amont de douer, il y a la notion de dot, dos, dotis, une somme ou le bien qu'une femme apporte à la communauté en se mariant. Notion qui fera jurisprudence et qui conduira l'homme à faire de même. Pour conclure avec le mot douer, dans le dictionnaire de 1755, il est écrit que les veuves d'un certain rang qui jouissent d'un douer se nomment les douairières. Ce qui m'amène toutefois à clarifier cette fameuse notion qu'on retrouve dans le dictionnaire, le figuré. Le figuré est la manière dont ce qu'on appelle l'adaptation populaire, mais aussi le jeu des poètes, visait à utiliser les transformations métaphoriques pour pouvoir utiliser l'ensemble des ressources de la langue, conduisant à jouer, détourner, adapter le mot à ce qui nous convient. Donc le terme figuré n'est ni exact ni correct. Il n'est pas non plus propre au sens de la langue française. Donc c'est important de garder ça à l'esprit parce que ce n'est pas parce qu'au figuré ça veut dire que le terme est exactement ce qu'il signifie. Par exemple, prenons une étoile brillante. Ça, c'est le sens propre. Le sens figuré, c'est de dire quelqu'un de brillant. Un deuxième exemple simple sera de dire, par exemple, ce bijou vaut 2 talents. Au sens figuré, c'est devenu cette personne a des talents. Ton roi est en échec, qui est devenu au figuré, cette personne est en échec. Donc on voit comment l'étymologie populaire, la manière dont on se réapproprie un mot en le détournant par transformation métaphorique, finit par devenir très souvent la modalité par laquelle on est convaincu que le mot, tel qu'il a été transformé, devient la réalité. Non. Et ça c'est important. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que le figuré veut dire qu'on peut après utiliser ce figuré pour l'élever au rang de concept, puis ce qu'on peut découvrir parfois élevé au rang de théorie, ce qui est bien sûr impossible, pour le justifier après par des modalités de calcul qui viendraient soutenir la preuve que tel mot veut dire telle chose chez quelqu'un.
Et c'est ce qui s'est passé avec le mot doué. J'ai pu, grâce à l'ancien dictionnaire Godefroy, remonter plus loin avec le mot doe, D-O-E, qui donne 3 significations. La première signification est le ballot de marchandises. La deuxième signification est le terme douer, que je viens d'investiguer il y a quelques instants. Et le troisième sens, c'est le courant d'eau. Étonnant, non, hein? C'est dans le dictionnaire de 1856 de Louis-Nicolas Becherel, dit l'aîné, que je vais trouver des informations absolument capitales. Louis-Nicolas Becherel avait écrit « être heureusement doué ». Et les grammairiens Noël Chaptal, dit-il, prétendent que doué, ne se disant que du bien, on ne dira pas heureusement doué sans faire un pléonasme vicieux. On voit à la manière d'écrire que le conflit est ouvert. Ces messieurs, dit-il, ont tort. Et leurs observations est de toute fausseté relativement à la grammaire et à la logique. Ce qu'ils auraient dû dire, c'est que doué ne peut s'employer seul de manière absolue. Il faut qu'il soit accompagné d'un complément ou d'un modificatif. D'un complément ou d'un modificatif. Que signifient ces mots? Un homme doué, une femme douée. Ils n'offrent à l'esprit aucun sens, ou du moins qu'un sens vague et indéterminé, incomplet, mais on peut dire un homme doué d'un bon caractère. Et nous revoyons là le grand conflit entre le figuré, le propre et le correct. Ce qu'apporte Becherel, c'est une précision fondamentale en termes de précision sémantique. En effet, il n'est pas possible de dire une personne douée. Pourquoi? Parce que le terme renvoie en termes de participe passé à un verbe qui désigne, comme je l'ai largement dit, doté, pourvoir, etc. Et qui, de ce fait, ne peut pas porter en implicite la double signification de bien, de qualité et de données. Pourquoi cette précision de Becherel est-elle fondamentale? Eh bien parce qu'elle va permettre de comprendre si Léon Daudet a utilisé la notion de doué au figuré ou au propre. Et la réponse se situe dans son avant-propos en forme de dédicace. Une même émotion permet aux personnes bien douées de goûter ces 3 formes du beau qui, toutes 3, peuvent produire des chefs-d'œuvre et hausser le ton de la vie. Bien doué. Cette simple phrase ne laisse aucune ambiguïté sur la maîtrise de Léon Daudet du mot doué. Il a bien écrit bien doué, qui renvoie à heureusement doué. On pourrait dire une même émotion permet aux personnes bien pourvues, bien dotées, et ça fonctionne. Et c'est pourquoi nous savons que l'usage du mot doué chez Léon Daudet est fait au sens premier, au sens fort du terme, et non pas au sens figuré, ce qui ne laisse non plus aucune ambiguïté sur le thème surdoué tel qu'il le développe. Toutefois, cette notion questionne un aspect, j'en suis bien ennuyé, du ré. Pourquoi? Parce que dans le ré, il est écrit « Le sens moderne est surtout courant dans son participe passé adjectivé doué, surtout employé au sens de qui a une disposition innée, un don. » Je suis très ennuyé de l'usage du terminé qui me semble inapproprié ici. Pourquoi? Parce que le terme inné vient du latin innatus, qui est un terme de philosophie qui dit « L'enfant vient-il au monde avec les idées du bien, du mal et de la morale ?» Et par opposition à qui dit « L'enfant acquiert-il les idées du bien et de la morale et du mal avec le développement de ses organes ?» Donc, associer comme une évidence qui a une disposition innée, un don, pose ici une ambiguïté qui conditionne aussi à interpréter l'idée que Léon Daudet aurait composé le terme surdoué sur cette base-là, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Léon Daudet n'a pas composé le terme surdoué à partir de cette idée que le don renvoie à une disposition. Il utilise le mot doué et surdoué pour qualifier les artistes sur le sujet du beau. Ça ne résout toujours pas la question de ce que pourrait signifier le terme surdoué. Je dis bien signifier et non pas
comment cela pourrait définir le mot surdoué? Léon Daudet fait donc le choix de commencer son ouvrage, son préambule, en faisant référence aux dieux de l'Olympe, à Vénus et à Minerve. Vénus étant Aphrodite chez les Grecs, Minerve étant Athéna chez les Grecs. Vénus symbolisant la beauté, l'amour, le beau, la sensualité. Athéna, fille de Métis et de Zeus, incarne à la fois le mouvant, l'adaptabilité, la sagesse. Dans la version de 1974, en page 25, de l'ouvrage de d'Étienne Vernant, Les Russes de l'intelligence, la maîtrise des Grecs, il est possible de lire cette petite phrase. Instruit par Athéna et Héphaïstos, le démiurge, divinité à la métisse, l'artiste possède de même une technépantoïée, un art de diversité, un savoir à tout faire. Or, la technépantoïée désigne littéralement les habiletés plurielles, c'est-à-dire la capacité de produire dans de multiples activités. Là, nous avons des éléments vraiment intéressants, car nous allons retrouver aussi dans la métisse plusieurs indices qu'on retrouve comme qualité chez Santiago Rossignol. Et quand je dis qualité, je l'ai bien positionné au sens premier du terme, c'est-à-dire la manière avec laquelle il mobilise des aptitudes, des caractéristiques, des attributs. Nous avons donc le terme précautionneux, qui en grec se dit péphulakménos. Cette notion de précautionneux s'inscrit dans cette pluralité de notions et d'habiletés de la métisse. Nous avons aussi meitin pantoïé, qui renvoie à ces notions de multiples, et qui, je le dis, se retrouve d'ailleurs dans la thèse de Stéphane Matteux, avec cette idée de polyfacétique. Nous retrouvons une autre caractéristique de la métisse, peipalema, qui renvoie à la notion de subtil fin. Ce n'est donc pas pour rien que Léon Daudet parle d'ironie subtile. Enfin, peut-être, et nous pouvons l'appréhender dans la vie de Santiago Rossignol, cette notion de prudence avisée, de vigilance, qui d'ailleurs tranche avec le franc-parler, le côté grossier que l'on attribue à Léon Daudet, la phronésis, cette notion de prudence avisée, d'attention, et c'est d'ailleurs ce qui va participer, semble-t-il, à l'immense notoriété de Santiago Rossignol, mais aussi à cette espèce d'amour inconditionnel que les Catalans et que les Espagnols vont lui accorder. Nous arrivons presque à la fin de l'enquête. Il ne me semble pas possible de tenir la position que surdoué renverrait à des qualités innées de la personne. Surdoué va donc signifier l'ensemble des habiletés plurielles qu'une personne mobilise, non pas pour survoler les autres, mais bien pour se déplacer dans les différents arts, dans un grand nombre d'activités, en l'occurrence artistiques, puisque c'est de ça dont on parle, ce qui est d'ailleurs cohérent avec les anciens Grecs, mais aussi pour ne pas rester arrêté à un art, pour ne pas rester figé à un art de quelque nature que ce soit, surdoué, doté de métis, de manière plurielle, ouverte, autant spatiale que temporelle. Enfin, peut-être un petit point sur le terme « et », la conjonction « et », qui, effectivement, du point de vue français, renverrait à une simple addition. Dans ce syntagme surdoué et comblé, il y a la conjonction « et ». C'est pourquoi l'enquête conduite dans l'exploration de la vie de Santiago Rossignol permet d'appréhender plutôt cette particule que je préférerais, la particule chinoise heure. Elle permet d'appréhender ce qu'on appellerait une même concordance, c'est-à-dire que surdoué n'est pas suivi de comblé, l'un nourrit l'autre constamment. Ça, c'est un point intéressant. Et on le perçoit dès l'âge des 21 ans où Santiago Rossignol décide de quitter, en tout cas de s'écarter de l'héritage industriel de ses parents. L'intérêt d'explorer la particule heure, c'est parce que c'est une particule pivot. Ce sont dans les travaux d'ailleurs de François Julien qui en parle de manière éclairante avec cette notion chinoise, Wu-wei, heure, Wu-bu-wei, qui désigne littéralement faire et ne plus faire, mais de sorte que rien ne soit pas fait. Par opposition à nous, Français, qui dirions faire et faire encore, des fois que rien ne soit pas assez fait.
Ces notions pivots impliquent une idée d'une réalité en devenir. Ceci et en même temps cela. Ceci et par conséquent cela. Ceci mais en même temps cela. On a donc ici un rapport donc, de pivot qui montre bien que l'un va nourrir l'autre autant que l'autre nourrit l'un, non pas dans un ordre purement chronologique, mais dans un processus constant de propension. C'est pourquoi il n'est pas possible, je le répète, de scinder le mot surdoué du mot comblé, l'un nourrissant l'autre par un rapport constant, intriqué et tressé. Me voici arrivé à la conclusion de cette enquête. Une enquête passionnante qui m'a conduit loin dans l'histoire, mais aussi loin dans l'enquête d'un homme, Santiago Rusiñol, autant que Léon Daudet. L'enquête du mot surdoué, pour ne pas dire du syntagme surdoué et comblé, ne permet pas de justifier que le mot surdoué désignerait des personnes sensibles, des personnes ayant des aptitudes supérieures aux autres, des personnes vulnérables, des personnes puissantes. Rien dans l'investigation de ce mot ne permet de le justifier. Au contraire, Santiago Rusiñol, au cours de ces 7 pages d'investigation, et au-delà de l'enquête que j'ai conduite sur l'homme, montre un homme comblé, un homme actualisé au sens fort du terme, un homme qui a réalisé tout ce qui, semble-t-il, un homme pouvait rêver de réaliser dans sa vie. C'est un homme qui a à la fois été un rassembleur, un collectionneur, un peintre, dont les centaines de productions sont reconnues. C'est un maître avec un M majuscule. C'est un homme qui a été le sujet principal d'un billet de banque en 1951. C'est un homme qui a reçu la Légion d'honneur. C'est un homme qui, bien qu'il était reconnu, avait cette simplicité d'accessibilité au plus grand nombre. C'est un homme joueur, c'est un homme malicieux, c'est un homme subtil, élégant, fin. C'est un homme précautionneux. Il n'y a donc aucun doute sur l'orientation que le terme surdoué et comblé, ou devrais-je dire surdoué, heure comblé, si je mettais cette touche chinoise de pivot qui permet d'appréhender la signification de ce syntagme. Donc évacuons l'idée qu'il y aurait des enfants surdoués, à moins qu'ils aient produit 1 millier de productions, tout confondu, dans au moins 3 domaines, puisque si on prend au minimum dramaturge, écrivain, peintre, je laisse de côté journaliste, surdoué sous-entendrait qu'une personne qui recevrait non pas ce qualificatif identitaire, mais pour lequel il pourrait utiliser ce terme pour qualifier son travail et sa production, intégrerait au moins donc plusieurs centaines de productions dans au moins 3 domaines, que cette production soit reconnue au niveau national, pour ne pas dire international, que cette personne ait rassemblé d'autres personnes jusqu'à créer un événement connu, reconnu, au-delà des 80 ans. Vous voyez, que cette personne soit identifiée comme maître de son art. C'est pourquoi il me semble qu'il faille rester vigilant à utiliser ce terme pour désigner des personnes au quotidien dans un cadre identitaire qui, au regard de l'étude, n'a pas sa place. Tout ce qui est écrit depuis 1975 sur le mot surdoué est vrai du point de vue de l'opinion populaire, mais rien ne reprend les fondamentaux de l'histoire du mot doué, du mot comblé, du préfixe sur, et de l'histoire sous-tendue qu'a présentée Léon Daudet en parlant de Santiago Rusiñol, l'homme par lequel le néologisme surdoué a été inventé. Et vous, vous identifiez-vous à quelqu'un possédant une ironie subtile, telle que je l'ai précisé dans cette enquête? Vous identifiez-vous à quelqu'un d'attentionné, de précautionneux? Vous identifiez-vous à quelqu'un de comblé? Vous identifiez-vous à quelqu'un en capacité de produire dans au moins 3 domaines de manière prolixe et aboutie? Vous identifiez-vous comme quelqu'un de rassembleur?
Vous identifiez-vous comme quelqu'un de naturellement joyeux, à la bonté naturelle? Vous identifiez-vous comme quelqu'un de généreux? Ce sont là les questions que je vous pose, issues de cette seconde enquête, j'ai des mots à vous dire. Ma troisième enquête, j'ai des mots à vous dire, changera de registre. Je vais aller visiter une évidence, une des grandes évidences françaises, le mot objectif.